Alors c'est un peu compliqué de passer après le déjeuner, après ce qu'on a vécu ce matin. J'étais après le conte de Malek et après la méditation. Ça pose la question du sens, de ce qu'on fait tous les matins quand on se réveille. Et en même temps, du coup, justement, c'est intéressant peut-être cette partie-là parce que c'est un retour dans la vraie vie de beaucoup d'entre nous qui nous levons le matin pour aller travailler dans une grande entreprise. Et moi, je suis un pur produit des grosses boîtes. Le genre de boîte qui ne jure que par des comités en tout genre, des complexes compliqués, des lignes managériales à l'infini et des process de validation sans fin. Les grosses boîtes. Et alors, pour aggraver la situation, la grosse boîte dans laquelle je travaille, moi, c'est une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance, c'est un des secteurs d'activité qui est considéré, en tout cas, comme un des secteurs les moins funky, les plus conservateurs, et puis les plus contraints par des problèmes juridiques, déontologiques, éthiques, et tout un tas de mots qui se terminent par « hic ». Facteur aggravant supplémentaire, cette fameuse compagnie d'assurance est elle-même rattachée à un grand groupe bancaire. Le grand groupe bancaire en question qui vient de recruter, juste pour vous donner un ordre d'idée, 1500 nouveaux collaborateurs juste sur les métiers du compliance et du legal. Alors je récapitule, grosse boîte, compagnie d'assurance, grand groupe bancaire. Alors pour comprendre pourquoi cette information est importante pour la suite, il faut que je vous parle un tout petit peu de moi. Moi j'ai grandi aux États-Unis, le pays de l'enfant roi. Le pays où on vous apprend à poursuivre vos rêves en même temps qu'on vous apprend l'arithmétique. Et puis j'ai grandi dans une famille avec des parents qui, sous leurs airs un peu bourgeois, étaient un peu déjantés. À la maison, on enchaînait les soirées déguisées thématiques où mes frères et moi, déguisés en laquais, on passait les petits fours en observant et en admirant la parade des invités de nos parents. Ma mère écrivait des lettres sur des papiers de rouleau, sur des papiers toilettes qu'elle déroulait et puis qu'elle réenroulait, qu'elle envoyait à ses copines, pendant que mon père écrivait des bouquins. On passait des week-ends, des vacances avec les copains des parents, et c'était à la famille qui faisait le plus de blagues à l'autre, et on comptait les points à la fin des vacances. On écrivait des chansons, on montait des spectacles. Et le temps a passé, l'école, le bac, les études, franchement moyenne en ce qui me concerne. Mais malgré tout ça, malgré tout ce formatage, je suis restée, on va dire, l'idéaliste et la créative de la famille. Je suis celle qui organise, je suis celle qui monte des trucs, qui invente, qui écrit. Et surtout, je suis celle qui rassemble, parce que mon truc à moi, c'est les gens. Alors je récapitule, créativité, émotion, passion. Alors à ce stade-là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'une nana comme elle fout dans une boîte pareille ? Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls à vous la poser la question, puis c'est le cas de mon entourage, et puis je vous avouerai aussi parfois un peu, moi aussi je me la pose. Oui, et en même temps, est-ce que vous avez déjà essayé de faire danser un éléphant ? Eh ben moi, je trouve ça assez rigolo, finalement, de faire danser un éléphant. Et en réalité, depuis 8 ans à peu près, c'est ce que je fais, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mon équipe. Mon métier, je suis responsable innovation et RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, chez BNP Paribas Cardiff, la compagnie d'assurance du groupe BNP Paribas. Et mon métier, le mien et celui de mes équipes, dont une partie est ici dans la salle, c'est d'essayer de faire en sorte de créer, lentement mais sûrement, un contre-courant dans l'entreprise. Un contre-courant qui puisse permettre à cette grande entreprise de comprendre que innovation, durabilité, responsabilité ne sont pas que des mots. Il se trouve que la compagnie d'assurance le secteur d'activité dans lequel je travaille, l'assurance, contrairement à ce que vous pensez peut-être, c'est un milieu absolument fascinant. Et surtout, c'est un métier, s'il est bien fait, qui est incroyablement noble. Être proche des gens quand ils en ont le plus besoin. L'incendie, le cambriolage, l'accident. Et puis la santé, la maladie, le handicap, le décès. Et puis c'est aussi un secteur d'activité qui est au cœur des transformations sociologiques et technologiques les plus importantes. Des objets connectés pour surveiller votre maison et vous prévenir en cas de danger. Des robots humanoïdes demain dans nos maisons pour s'occuper de nos personnes âgées et malades. Des imprimantes 3D pour fabriquer des prothèses pour des enfants handicapés, des applications open source pour vous donner le risque d'accidentologie sur votre route et des recherches, des travaux de recherche pour comprendre les progrès de la médecine et les améliorations des conditions de vie des personnes malades.
C'est pas comme ça que vous voyez l'assurance. Et pourtant, c'est bien ça l'assurance du monde de demain. Mais ça demande un tout petit effort de le voir comme ça. Et c'est ça qui est intéressant dans notre secteur d'activité, c'est qu'on est à la fois les secteurs d'activité les plus en risque, du fait de l'ubérisation et de tous ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, la plupart certainement qu'on ne connaît même pas encore, et à la fois les secteurs d'activité où il y a le plus d'opportunités. Alors je récapitule, grosse boîte, environnement super contraint, mais un monde à réinventer et à réenchanter. Alors vous comprendrez que quand Bruno m'a parlé du thème de ce Tribe Day, autant vous dire que ça m'a parlé beaucoup. S'affranchir de la ligne, c'est faire fi des règles, des habitudes, des préjugés, c'est arrêter avec le « on a toujours fait comme ça ». Et puis franchir la ligne, c'est oser, se lancer, c'est rêver, c'est espérer. Et puis parfois franchir la ligne, ça va être réussir et célébrer, et parfois franchir la ligne, ça va vouloir dire l'échec, être allé trop loin, avoir dépassé les bornes. Voilà toute la difficulté du monde de l'entreprise. Elle est où, la ligne, dans l'entreprise? Et qui décide où elle commence et où elle finit? Et si les gens ne sont pas du même côté que moi, comment je fais pour les embarquer? Est-ce que je dois les prendre par la main? Est-ce que je dois les bousculer? Est-ce que je dois forcer le passage? Peut-être parfois. Alors, en préparant cette intervention, je me suis interrogée. Finalement, depuis 8 ans, avec mes équipes, on a une patate d'enfer, on y croit, on est motivé, mais c'est quoi les freins les plus importants auxquels on est confronté? Alors, j'en ai trouvé 5, il y en a sûrement beaucoup plus. Le premier, celui-là, c'est plutôt pour l'anecdote, et ça va faire sourire mon équipe. Vous le savez peut-être pas, mais on est tous des chimpanzés. On est des chimpanzés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude. En tout cas, nous, c'est le professeur Fréry, qui est professeur à l'ESCP Europe, qui nous l'a raconté. Une étude très sérieuse, une étude scientifique. Ils ont pris des chimpanzés, 2, ils les ont mis dans une cage. Ils ont mis un tabouret, accroché une corde au plafond, une banane au bout. Aussitôt la porte de la cage refermée, qu'est-ce qui se passe? Le premier chimpanzé essaye d'attraper la banane. Et à ce moment-là, saut d'eau sur les 2 chimpanzés. Alors les chimpanzés détestent l'eau, donc ils se carapatent, ils attendent un peu. Le deuxième tente sa chance, rebelote le seau d'eau. Et puis il va se passer quelquefois, le temps va se passer, ils vont essayer, puis au bout d'un moment, n'y pouvant plus, il y en a un qui va essayer d'attraper la banane, mais avant qu'il puisse y arriver, l'autre va arriver, puis il va lui taper dessus. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que les 2 finissent par se rendre à l'évidence, on n'attrapera plus la banane. Alors à ce moment-là, ils en retirent un de la cage et ils en mettent un nouveau. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il débarque, il essaie d'attraper la banane, mais avant qu'il ait pu arriver, sans qu'il comprenne pourquoi, l'autre le récupère par la peau du cou et le tape. Et ça se reproduit jusqu'à ce qu'il n'essaye plus d'attraper cette banane. Alors à ce moment-là de l'expérience, ils retirent celui qui était encore resté dans la cage, ils en mettent un nouveau, qu'est-ce qui se passe? Il essaie d'attraper la banane, il se fait attraper, taper dessus, 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin de cette expérience, qu'est-ce qui se passe? Et c'est intéressant, on a 2 chimpanzés dans une cage qui n'essayent plus d'attraper une banane, à la différence près des 2 premiers qui ne savent même pas pourquoi. Et ça, c'est la réalité du monde de l'entreprise. Alors moi, je dis, affranchissons-nous de la ligne et attrapons cette banane. Deuxième difficulté, c'est que les gens ne savent pas forcément à quoi on sert. Parce qu'il y a des métiers historiques dans nos grosses boîtes, le juridique, le marketing, la com, la RH, tout ça, on sait à quoi ça sert. Et puis il y a ces nouveaux métiers qui arrivent dans l'entreprise. L'analytique, l'innovation, la RSE, l'entrepreneuriat, etc. Alors il y a des dirigeants qui ont des niveaux d'appétence et de connaissances très différents sur le sujet. Certains d'entre eux ont un peu de courage, disent tiens, on va prendre celle-là, on va la mettre là, puis on va voir ce qu'elle fait. Mais c'est particulier parce qu'on est payé pour faire quelque chose que les gens ne comprennent pas et ils ne savent pas nous dire comment on doit faire pour y arriver. Alors à la fois, ils attendent de nous qu'on fasse correctement notre boulot et à la fois, ils attendent de nous qu'on le fasse surtout en restant bien dans les clous. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'ai eu un petit déclic le jour où j'ai enfin compris, je dis enfin parce qu'il faut se prendre quelques claques avant, qu'en fait, eux ne le savent pas, quand je dis eux, c'est nos dirigeants, mais en réalité, ils nous payent justement pour qu'on s'affranchisse de la ligne. Troisième contrainte dans nos grosses boîtes, c'est le « tout est lent ». Ah oui, ça, la lourdeur, il n'y a pas de problème. Mais alors, pour les utopistes et les idéalistes comme moi, peut-être comme vous, en tout cas comme les gens de mon équipe, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de bousculer, on a envie que ça avance, et puis hop, on est rattrapé par le poids de la lourdeur, des process de validation.
On a envie de bousculer tout le monde et pourtant il faut faire avec. Alors j'ai quand même appris quelque chose dans cette expérience après 8 ans, parce que de toute façon si c'était pas le cas, soit je serais morte, soit je serais partie. J'ai découvert quelque chose qui s'appelle l'écoute et le questionnement. Et ça c'est drôlement intéressant dans l'entreprise. L'écoute et le questionnement. Prendre le temps, m'arrêter, discuter avec les gens, chercher à comprendre, questionner encore et encore. Mais la vraie question, celle pour laquelle on est dans la vraie écoute avec bienveillance. Et c'est drôlement intéressant parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on trouve la faille. La faille émotionnelle, la faille relationnelle, la faille dans le processus, la faille dans l'organisation. La faille qui va nous permettre ensuite d'actionner le levier qui va bien pour dégoupiller, pour accélérer, pour fédérer les gens. Et attention, quand je parle de faille, je ne parle pas de la faille qui nous permet de manipuler l'autre et d'arriver à nos fins. Je parle bien de la faille qui traduit un problème réel, une difficulté réelle, ressentie ou réelle. Et c'est tout à ce moment-là que nous, on peut apporter notre proposition de valeur et expliquer pourquoi c'est important et pourquoi il faut y aller. Et c'est à ce moment-là qu'on crée un mouvement qui nous permette peut-être de lancer une dynamique dans l'entreprise. La quatrième difficulté, c'est qu'il faut savoir passer par les fenêtres. Alors je sais qu'il y a des spécialistes dans cette salle du passer par les fenêtres. On développe ça très très vite dans le monde de l'entreprise si on a envie que ça avance. Et finalement c'est assez amusant. On trouve des moyens de contournement, on fait différemment et c'est aussi un apprentissage. C'est que parfois être dans les règles, être dans les codes et faire les bons élèves, ça nous permet pas toujours de faire correctement notre boulot. Alors on fait différemment. On va tordre les règles. On va essayer de trouver des chemins de traverse. Oui, absolument, c'est nécessaire. Mais moi, je dis attention. Il faut le faire, mais pas en dépit de tout. Il faut le faire sur la base de nos observations. Il faut la faire sur la base de notre culture. Il faut le faire sur la base de la réalité de la vie des gens dans l'entreprise. Et surtout, il faut le faire parce qu'on a la conviction que ce que l'on fait est porteur de sens pour l'entreprise, ses clients et ses collaborateurs. Dernière difficulté dans l'entreprise, et ça c'est celle qui nous tue, les KPIs. Quels sont tes indicateurs, Héloïse? Eh ben franchement, je sais pas. Alors parfois j'en ai pas. Alors il y a deux solutions dans ces cas-là, il y a la flûte. J'ai des bons spécimens dans mon équipe et ça s'avère utile parfois. Trouver des chiffres à partir de trucs on sait pas trop. Et puis parfois on sait pas. Et moi je dis que c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'humain, l'émotion, la relation, la transformation, le changement, ça ne se mesure pas. Mais on continue parce qu'on est convaincu. Moi, j'ai eu un écho de ça et de tout le reste le jour où j'ai rencontré le responsable d'innovation d'une boîte en Espagne qui m'a dit « Moi, je sais que je fais bien mon travail quand je suis au bord de me faire virer au moins une fois par jour. » Et alors, il pousse le vice jusqu'à se balader dans son entreprise une fois par semaine avec un t-shirt où il y a écrit « Virez-moi ». Alors moi, j'en suis pas encore là, mais ça m'a permis de matérialiser le fait qu'avec mon équipe, on faisait les funambules au quotidien. C'est quoi la ligne que je dois franchir, que je peux franchir, et quelle est celle dont je peux m'affranchir? Et un jour, mon boss m'a dit, tu sais, Héloïse, t'es payé pour foutre le bordel, donc tu serais prié de le faire correctement. Alors il y a un grand philosophe du XXIe siècle, du nom de Rémi Gaillard, qui a dit un jour, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et moi, modeste philosophe du XXIe siècle, je rajouterais, oui, faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Encore une fois, le faire parce que ça a du sens, le faire parce qu'on y croit, le faire parce que ce qui nous porte, c'est pourquoi je fais ça et pour qui et qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais ressentir et qu'est-ce que je vais faire ressentir aux autres. Alors ça, c'est toutes les difficultés, mais heureusement, sinon je serais plus là et certainement que vous non plus. Eh ben, il y a des super côtés au fait de chercher à s'affranchir de la ligne et à franchir la ligne dans l'entreprise. La première, c'est qu'on n'est pas tout seul. Parfois, on le croit, on est désespéré, on s'est tapé des gros coups de blues, nous, en réunion d'équipe, en se disant « Mais mon Dieu, mais à quoi ça sert tout ce qu'on fait ?» Mais ce qui me réconforte toujours, c'est quand je croise des gens à la cantine ou dans le parking ou dans l'ascenseur qui me disent « Héloïse, c'est tellement génial ce que vous faites avec votre équipe. J'ai tellement de plaisir à me dire que je travaille dans une entreprise qui fait ce genre de choses. » Et moi, une phrase comme ça, elle me relance pour un mois. On n'est pas tout seul. La deuxième, c'est que le système D, ça marche. Vous avez peut-être vu le film Apollo 13, un de mes films d'anthologique, et la scène, Tom Hanks est là-haut dans la navette avec son équipe,
Et tout à coup, patatras, il y a une explosion dans la navette et le niveau d'oxygène commence à descendre et descendre et descendre. Et la fameuse phrase, Houston, we've got a problem. Et alors, sur la planète Terre, ils savent faire, ils récupèrent tout ce qui est là-haut dans la navette, ils le mettent sur une table, ils disent, les gars, démerdez-vous avec tout ce qu'il y a sur la table pour faire rentrer un truc carré dans un truc rond. Ça, c'est la réalité de la vie de l'entreprise. Se démerder tous les jours pour mettre des trucs carrés dans des trucs ronds avec simplement ce qu'on a sur la table. Et ça ouvre un monde d'opportunités parce que tout à coup, c'est pas grave si c'est pas joli. Tout ce qu'on veut, c'est que ça marche et que ça nous fasse avancer. Et puis la troisième et dernière chose, et je vais conclure là-dessus, parce que pour moi, c'est la plus importante, c'est que parfois tout ça, ça marche. Et on l'a franchi, cette ligne. Et alors à ce moment-là, eh ben, c'est un festival de plaisir, de bonheur, de fierté, de partage avec ceux qui ont donné de leur temps, qui ont essayé, qui ont cru, qui nous ont suivis. Et ça, c'est la récompense ultime à tout le mal que l'on se donne tous les jours pour surmonter toute cette lourdeur des grandes entreprises. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Moi, j'ai une conviction profonde, sinon je ne serais pas là où je suis, c'est que le moteur principal des gens, c'est l'engagement. Et que si vous parvenez à trouver ceux qui ont envie de s'engager, les compétents mais déçus, ceux qui ont envie que les choses changent, ceux qui ont envie d'être dans la soute et faire en sorte que ça avance, alors à ce moment-là, peut-être, vous avez le tout début d'une histoire qui peut démarrer malgré toutes les difficultés. Voilà, merci. Merci Héloïse. Merci Héloïse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je commence? Moi j'ai une question pour toi Héloïse. Tu parles effectivement de... on comprend bien que ton rôle, c'est à la fois de faire bouger les choses, mais aussi d'emmener avec toi des gens qui ne sont pas obligatoirement très positifs par rapport au monde de l'entreprise, qui en ont marre, qui sont déçus. Alors tu dis c'est en fait finalement c'est peut-être un vrai moteur. Est-ce que tu peux juste parler de ça très vite, c'est-à-dire en quoi tu arrives justement à attirer ces gens-là qu'on connaît tous et qui en peuvent plus, qui n'ont qu'une envie, c'est justement de partir en Australie, comme je parlais tout à l'heure. Alors je pense que c'est peut-être ce qui a fait notre force, et là je parle plutôt de la partie innovation que de la partie RSE, c'est de savoir capitaliser sur ceux qui y croient. Le vrai déclic que j'ai eu dans mon parcours sur l'innovation, c'était tout début de 2013, quand on avait mis en place un certain nombre de démarches chez Cardiff sur la créativité en entreprise. Et puis tout à coup, enfin, on a eu envie de faire quelque chose qui avait plus d'impact dans la boîte et on a organisé ce qu'on a appelé. D'ailleurs, je vois Marie-Noéline qui est là, qui travaille chez Noda. On a beaucoup travaillé avec eux. On a organisé notre première jam session, qui est, pour faire simple, on va dire un équivalent hackathon. Et alors, quand je suis allée voir à l'époque un par un tous les membres du comité exécutif pour leur dire j'ai un truc génial, ça s'appelle une jam session et on va partir du client final pour imaginer des trucs et on va fédérer des collaborateurs qui n'ont rien à voir et puis surtout on va faire venir des tas de gens de l'extérieur. Bah d'ailleurs toi tu étais là ce jour-là pour ce premier jam, des gens de chez EDF, La Poste, la Française des Jeux, etc. Et alors là j'ai eu toute la palette de réactions, c'est-à-dire que d'un bureau à l'autre de la DG, on m'a physiquement fermé la porte au nez, on m'a dit ma pauvre amie on t'a pas attendu pour avoir des idées. On m'a dit, et c'est textuel, ton truc c'est n'importe quoi, tu vas en chasse-neige par rapport aux procédures de l'entreprise. Et puis il y en a un, il m'a dit moi, j'y crois. Et à lui, je lui ai demandé du coup de me confier sa problématique majeure, sa problématique business bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et en tout cas, c'est notre stratégie à nous. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais on a pris l'habitude de capitaliser sur ceux qui y croyaient, sur ceux qui avaient envie. Et alors, je suis allée à une conférence il n'y a pas très longtemps sur l'innovation, et il y avait un type de chez Airbus qui parlait des skunk works. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Skunk, ça veut dire putois en anglais. C'est quelque chose qui avait été développé, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils n'arrivaient pas à produire des avions suffisamment vite pour participer à l'effort de guerre, à cause de la lourdeur de tous les process, etc. Et donc, ils ont créé un truc qui s'appelait les Skunk Works. Alors, la recette, elle est suivante, elle est géniale, la recette. Vous prenez des gens compétents mais déçus, vous leur faites travailler sur un truc improbable, voire impossible, vous les faites travailler en dehors de leurs heures de travail et sans les payer, mais par contre, le jour où ça marche, vous les projetez dans la lumière.
Et je dirais que c'est un peu notre philosophie à nous de fonctionner comme ça. Allô. C'est la personne qui t'a fermé la porte au nez. Quand après elle a vu que ça marchait, est-ce qu'elle t'écoute? Alors c'est très très drôle, ça tombe très bien que tu me poses cette question, parce que je me suis retrouvée, premier jam, on en a fait 9 depuis, je me retrouve complètement par hasard quelques mois plus tard à un espèce de comité quelconque, et je suis physiquement assise debout à côté de cette personne, et puis il y a 2 autres personnes qui sont là. Et à un moment donné, quelqu'un parle des jams. Et alors lui, donc il est membre du comité exécutif, il dit: ah mais moi, depuis le départ, le jam, c'était mon idée. Et moi qui suis assez sanguine et je manque de tact un peu parfois, et j'ai rongé mon frein sur le moment, et l'autre type qui était là est venu me voir après parce qu'il a ressenti mon émotion sur le moment. Il m'a dit: Héloïse, tu mesures le succès de tes projets le jour où les gens commencent à penser que c'était leur idée. Et je crois qu'il avait raison. Tu as laissé passer des éléments qui me laissaient comprendre que tu avais le soutien du patron ou du grand patron, où il y avait de la confiance. Donc est-ce que pour pousser les limites, ça nécessite effectivement que au plus haut, il y ait de toute manière un soutien, qui est une vision, ce qui te permet aussi de faire à côté de ceux qui pourraient éventuellement mettre des freins dans le projet? Alors c'est une excellente remarque. Déjà, si mon PDG n'y croyait pas du tout, je pense qu'on n'aurait pas, parce que je l'ai pas dit, mais j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi sur l'innovation à temps plein et 6 personnes sur la RSE, ce qui est vraiment pas négligeable, et peu d'entreprises ont ce type de structure. Donc, en soi, c'est quand même déjà un message que l'entreprise envoie. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que bien que on ait ces types de moyens, franchement, ça les intéresse pas plus que ça. Ce que je crois, en tout cas, mon analyse de la chose maintenant quelques années plus tard, c'est que ils se disent: mais dans le doute, si ça sert vraiment à quelque chose. D'où la phrase que m'avait dite mon PDG il y a quelques années, où il m'avait dit: t'es payé pour foutre le bordel, fais-le correctement. Je pense que c'était sa façon à lui de me dire: je comprends pas vraiment ce que tu fais, je sais pas vraiment à quoi tu sers, mais apparemment vos projets font parler d'eux, les gens en parlent, et c'est là où une grosse source de fierté pour nous, c'est que malgré la difficulté qu'on a eu de démarrer, aujourd'hui on a une pleine page dans le rapport annuel, on fait partie des initiatives managériales les plus remarquables de l'année, on est dans tout un tas, il y a pas une vidéo corporate ou quoi que ce soit où il n'y a pas des images des événements qu'on organise, et je pense que ça répond pas tout à fait à la question, mais un peu quand même. C'est que moi je suis très bottom-up, c'est-à-dire que je pars du principe que on doit fédérer des gens, pas parce que c'est utile, mais parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie que ce soit les gens qui sont dans la soute qui puissent redécouvrir un peu quelque chose, et ces gens-là finalement finissent par porter un peu à votre place les projets et une fois que ça c'est là, c'est très compliqué à déloger. Un PDG qui est convaincu, le jour où il part, vous repartez à la case départ. Quand c'est arrivé par le bas, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est des managers ou des directeurs qui font appel à vous en disant: on a telle problématique, qu'est-ce qu'on peut faire avec une nouvelle démarche pour apporter un peu d'air frais aux équipes? Ou est-ce que c'est vous qui êtes promoteur au sein de l'entreprise? Alors les deux, mon capitaine. Il y a toute une partie, et historiquement c'était plutôt ça. C'est les gens venaient nous voir et puis on les accompagnait. Et aujourd'hui depuis quelques années, on crée aussi des projets. Alors Justine qui est à ma gauche se marre parce que il y a pas très longtemps j'ai fait mon chimpanzé. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir avec une idée de projet, je fais: ouais, non, ça marchera pas. Et elle est revenue 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis un jour elle est venue dans mon bureau parce qu'on avait été à cette conférence, elle m'a dit: Héloïse, arrête de faire ton chimpanzé. Et là je me suis pris une claque parce que je me suis dit, je dis des beaux discours toute la journée et finalement on ne se rend pas compte les biais que l'on a. Et je lui dis: t'as raison. Et puis elle est partie, puis aujourd'hui elle a créé un gros projet, puis son truc il démarre, et puis elle fait sa baraque. Donc c'est un peu les deux. Non mais forcément elle acquiesce. C'est quoi l'évolution de ta fonction d'agitatrice? Est-ce que ça peut rentrer dans l'ADN de la boîte, auquel cas ça n'a plus raison d'être en direction? Comment tu vois évoluer Alors ça, j'entends régulièrement dire ça dans des conférences, que viendra un jour où on n'aura plus besoin de gens comme nous. Honnêtement, j'en doute. En tout cas, dans des grosses structures comme ça. Et sachant qu'il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que, et je l'ai peut-être pas assez dit dans mon intervention, c'est que on est agitateur d'idées, mais on est loin d'être les seuls. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au marketing, aux opérations, des gens qui trient le courrier et qui sont aussi agitateurs d'idées. D'ailleurs, le principal, c'est de capitaliser sur ces gens-là. Après, la pérennité, ça fait 9 ans que je suis là.
sur la partie innovation, beaucoup plus récemment sur la partie RSE, et on sent que notre activité, elle continue de monter comme ça. Donc pour l'instant, je suis assez confiante sur le fait que, et c'est pas vrai que chez Cardiff, hein, là j'ai mes copains d'EDF, de Safran, d'Orange et tout qui font la même chose que moi. On sent qu'il y a quand même des mouvements de fond qui se créent sur l'entreprise, qui vont avec tout ce qu'on dit sur les jeunes générations, qui ont besoin de donner du sens, de contribuer, etc. Donc moi honnêtement, je crois pas que ça va ralentir. Ça va se distiller, c'est sûr, mais je pense qu'on aura toujours besoin, au même titre qu'on a besoin des gens pour, on pourrait se dire finalement on n'a pas besoin des gens à la communication parce que chacun est le porte-parole de ses projets et pourtant on a quand même besoin de quelqu'un qui impulse. Donc je pense que c'est une activité qui elle va évoluer. Ça c'est sûr et certain, et on voit d'ailleurs la vitesse à laquelle nous on s'oblige à se renouveler, mais elle est là pour un petit moment, je pense. La France, l'Angleterre, les États-Unis, ils ont une certaine culture d'approche sur l'innovation. Est-ce que tu penses que des boîtes françaises ont besoin de toi plus que des boîtes américaines, par exemple? C'est possible. C'est possible parce que le modèle français est assez particulier, on est très hiérarchique, on est très procédurier. Il y a un truc qui est exceptionnel en France, hein, c'est notre capacité de passer des jours, des semaines, pour ne pas dire des mois et des années, à se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à quoi ça pourrait ressembler, plutôt que de commencer à faire. Et ça, c'est très très franco-français. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai fait mon stage aux États-Unis, j'ai travaillé en Angleterre. Effectivement, la mentalité anglo-saxonne est extrêmement différente. Oui, et en même temps, les anglo-saxons sont aussi très appétents à toute cette dimension intrapreneuriale, entrepreneuriale, et du coup, je pense qu'ils ont quand même aussi besoin de gens, de structures pour favoriser, accélérer, accompagner, etc. Tu disais que ça faisait 8 ou 9 ans que tu étais dans ce poste d'agitatrice d'idées, en fait, dans cette grosse entreprise. Est-ce que la durée n'érode pas quelque part cette légitimité d'agitatrice d'idées? Comment fais-tu pour l'entretenir? Alors, d'abord, je suis pas toute seule. J'ai une équipe, et puis il y a plein de gens dans l'entreprise qui prennent leur propre initiative et qui nous embarquent dans leurs initiatives. Je veux dire, on n'a jamais prétendu, et ce serait une belle connerie de le faire, que c'est nous qui sommes à l'initiative d'eux. On provoque, on cherche à provoquer, mais surtout on essaye d'accompagner ce que les autres essayent de lancer. Et ça, des gens qui auront envie de lancer des projets, de démarrer des trucs nouveaux, il y en aura toujours. Et puis moi, je vois vraiment une évolution, en tout cas là où on est. On est à peu près 2500 dans l'immeuble. Je connais beaucoup de gens parce que je suis très curieuse et que je discute avec beaucoup de gens. Je suis très étonnée de voir depuis 1-2 ans à quel point il y a eu un mouvement des collaborateurs de l'entreprise de commencer à s'intéresser au monde qui change, aux tendances, aux évolutions, le monde des startups, l'entrepreneuriat social. Du coup, tout ça, c'est en train de nous échapper, et je dis ça dans le bon sens du terme, c'est en train de nous échapper parce que les gens ont envie, parce qu'ils cherchent à comprendre, et que du coup, ça, enfin moi je suis très convaincue que ça va créer des choses qu'on n'imagine pas encore, et après notre job à nous, c'est de pas rater le train, et d'essayer d'être toujours un peu en cran en avance pour impulser encore, mais je pense qu'on a encore des belles années devant nous, et puis ça tient qu'à nous de le faire, et il suffit d'avoir des gens bien dans son équipe pour le faire. Merci Héloïse. Merci beaucoup.